J'avoue que c'est beaucoup trop facile comme jeu de mots dans la miniature, mais j'assume. God of War Ragnarok. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. God of War Ragnarok est l'histoire de Kratos et Atreus qui sont face à l'arrivée donc du Ragnarok dans leur monde. C'est là qu'ils vont devoir faire face aux conséquences de la destruction du monde nordique. Et ça sera à eux de naviguer à travers ce monde en perdition. God of War 2018 était mon premier jeu PlayStation depuis ma PlayStation 2 il y a fort longtemps. Mais depuis que j'ai une PS5, je rattrape plein de jeux et c'était le premier que j'avais rattrapé et j'avais pris une claque astronomique. J'étais tellement sur le cul devant God of War 2018 que j'avais trop hâte de jouer à celui-ci. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci. Et oui, vous vous sentez un peu confus car ma voix a évidemment changé. Là, j'ai visiblement une voix de femme. Eh bien, c'est parce que j'ai utilisé le changeur de voix d'Uni Converter. Je peux aussi changer ma voix en voix d'enfant, par exemple. Ou même en voix de robot si ça vous intéresse. Et même en voie de Transformers. C'est vraiment plutôt cool et ce que j'aime sur le Wondershare Uniconverter, c'est la facilité à laquelle il devient un outil agréable pour regarder des vidéos, des films, des séries. Si par exemple vous êtes à la recherche de sous-titres pour le contenu que vous regardez, Uniconverter peut vraiment aider. Vous pouvez ajouter un fichier de sous-titres que Uniconverter va automatiquement appliquer ou ils vont générer eux-mêmes des sous-titres pour vos vidéos, de manière encore une fois automatique. Évidemment en s'adaptant à ce qui est dit dans la vidéo. Pareil pour sauvegarder des vidéos sur votre PC, c'est beaucoup plus simple, et de même pour les partager avec vos amis. Uniconverter peut vous aider à économiser en taille de stockage en convertissant le fichier, sans évidemment perdre en qualité, ce qui va faciliter évidemment aussi le partage, car le partage sera plus rapide vu que le fichier est plus petit. Et parfois, la vidéo que vous voulez regarder est dans un format incorrect, et bien Uniconverter peut vous aider à changer le format en question pour qu'il soit adapté à votre PC. Tout cela à grande vitesse, car Uniconverter supporte plus de 1000 formats différents, que ce soit en vidéo ou même en audio. Il y a plein d'autres fonctions d'intelligence artificielle comme la suppression des voix, la diminution du bruit, le trimmer intelligent et le portrait d'intelligence artificielle. Merci à Wondershare Uniconverter d'avoir sponsorisé cette vidéo et utilisé le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous faciliter la vie et mieux profiter de vos vidéos. Concernant mon expérience avec les God of War, je les ai tous faits sauf Ascension et celui-ci sur PSP. C'est une saga que j'aime bien, mais clairement mon préféré est God of War 2018. Enfin, on verra si ça reste mon préféré à la fin de cette vidéo, je vous dirai. Pour moi, c'était vraiment une grosse claque et en termes de gameplay, ça me correspondait plus que les jeux de l'époque. J'aime bien les beat'em all, mais moi, le gameplay un peu à la Souls, presque ici, est beaucoup plus divertissant pour moi. Donc j'ai joué à ce jeu dans l'avant-dernière difficulté, parce que c'est ce que j'avais fait sur le God of War de l'époque et j'avais quand même pas mal galéré sur certains moments. Et je dois vous admettre que pour celui-ci, j'aurais peut-être dû jouer en difficulté maximum, parce que je n'ai vraiment pas trouvé le jeu difficile. Faut savoir que je n'ai pas fini totalement tout le jeu. J'ai fini la quête principale, j'ai fini quasiment toutes les quêtes secondaires, il me manque je crois 3 berserkers à tuer et encore quelques collectibles à aller chercher. Pour moi, la quête principale en difficile se finit en 20 heures et là, tous les combats de la quête principale en difficile, j'ai dû mourir maximum 2 ou 3 fois grand max sur le même combat. En quête secondaire, il y a quelques boss, surtout les berserkers, qui m'ont posé un peu plus de problèmes, mais pour l'instant, sur les 7 que j'ai affrontés, ou 8, je sais plus, il y en a un seul qui m'a fait galérer plus de, allez, 7 à 8 fois. Mais globalement, voilà, je trouve ce jeu-là beaucoup plus simple que le premier. Le premier m'a vraiment fait galérer à certains moments. Pour moi, le combat avec la reine Valkyrie est peut-être à ce jour, avec Malenia d'Elden Ring, le combat de boss le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Dans celui-ci, alors encore une fois, j'ai pas fait tous les berserkers, donc voilà, je peux pas vous dire, j'ai pas autant galéré que le précédent jeu, vraiment. Mais la difficulté, en tout cas dans ce jeu-là, se trouve dans la quête secondaire et dans les boss secondaires. Les boss principaux, ça va. Les boss secondaires, il y a un peu de défi et c'est cool, et c'est là qu'il y a une grosse partie du jeu, pour moi en tout cas. Donc voilà, quête principale, une vingtaine d'heures. Quête secondaire, là, je suis à 40 heures de jeu. Je pense qu'il me faut encore 5 heures de plus pour finir tout ce que j'ai à faire. Et allez, 5 heures encore de plus, donc 50 heures au total, pour le faire à 100% en difficile. Et je vais pas parler des personnages dans cette partie sans spoiler, je vais en parler après, et je vais être très vague sur l'histoire pour pas spoiler évidemment. Ragnarok est arrivé, et un truc que je trouve vraiment intéressant dans ce jeu-là, et comme dans beaucoup de jeux PlayStation, c'est qu'on voit le nom des acteurs, en fait, en priorité, comme dans un film. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous pouvez, de jouer en VO, car la VO de Christopher Judge est exceptionnelle, et le travail d'acteur de tous les doubleurs VO est fou. Mais pour moi, Christopher Judge, il vole clairement le show, il est vraiment excellent. C'est pour moi
voir Kratos, quoi. C'est la voix, c'est la personnalité, c'est l'expression faciale, c'est la physicalité, le gars est excellent, quoi. Mais tout le monde est exceptionnel et ils ont fait un vrai bon travail et ça se voit parce que les acteurs sont cités en premier. T'as presque un générique comme un film et ça montre l'importance des acteurs. Juste rapidement, pour parler des personnages, je trouve qu'ils sont tous vraiment bien écrits, ils ont tous beaucoup de personnalité, ils ont tous des quêtes, ils ont tous des motivations, ils ont tous vraiment un passé. Tu les comprends, tu t'y attaches et quand il se passe des choses par rapport à eux, t'es triste ou heureux. Je trouve le travail qui a été fait dessus vraiment exceptionnel. Mais le cœur du jeu, on en parlera encore une fois en spoiler, reste la relation Kratos-Atreus. Mais la grosse particularité de ce jeu-là, encore une fois en rapport avec le cinéma, c'est le fait que ce soit un plan séquence, comme le précédent évidemment. Au cinéma, ok, les plans séquences, maintenant on peut faire des films entiers en faux plan séquence, même en vrai d'ailleurs, hein. Mais en termes de jeux vidéo, c'est compliqué, mais l'avantage c'est que ça donne un vrai sentiment d'aventure. Vu qu'il n'y a pas de coupe, t'as vraiment l'impression de faire un grand voyage avec ces personnages-là qui durent quelques jours au final, mais ça fait vraiment monter les tensions et ça crée vraiment quelque chose d'assez unique qui n'a pour moi jamais été fait auparavant dans un jeu vidéo. Mais en termes de gameplay, forcément, ça oblige le jeu à se renouveler, c'est-à-dire que si tu vas dans un endroit et tu dois revenir, il faut passer par un chemin différent. Donc le level design doit s'adapter au plan séquence, et si tu refais le même chemin à l'envers, il faut un truc pour te tenir en haleine, ou des dialogues, ou des surprises, ou des événements. Donc le plan séquence, en fait, oblige le jeu à se renouveler constamment. Des fois ça le fait bien, la majorité du temps ça le fait très bien, et des fois t'aimerais bien ne pas être en plan séquence pour rapidement pouvoir te téléporter dans la map, pour rapidement faire des choses, mais bon voilà, t'es toujours en plan séquence. En termes d'immersion, c'est génial, mais des fois en termes de gameplay, c'est un tout petit peu chiant, mais rien de grave. Et dans ce jeu là, pour la première fois, je crois pas que c'est le cas dans le premier jeu, t'as des fausses transitions. Vu que tu dois voyager à travers plusieurs endroits avec la caméra, bah t'as des transitions, comme dans un film, des fausses transitions qui te font voyager. Ça reste un plan séquence, parce qu'il n'y a pas de coupe, mais il y a quand même quelques techniques pour te faire voyager rapidement d'un endroit à un autre, via des techniques, du coup, qui brisent un peu l'immersion au final, hein, parce que c'est la caméra qui utilise une transition plutôt cool, mais c'est pas grave, quoi. C'est même stylé, je trouve, de trouver une astuce pour justement faire des voyages sans avoir toute la séquence de voyage. Et du coup, il y a forcément un travail important de cadrage et de mise en scène. Je dirais pas que la mise en scène est exceptionnelle, mais elle marche très très bien, et t'as quand même quelques moments où la mise en scène et surtout la composition du cadre est vraiment intéressante et pertinente par rapport aux relations entre les personnages. Et un truc que j'adore par rapport au jeu, c'est évidemment la musique. Alors c'est encore Björn McCreary qui compose, incroyable musique, il y a tellement de sonorités différentes en fonction des mondes, en fonction des situations, il y a des moments drôles, il y a des moments touchants, il y a des moments comiques, et la musique marche vraiment bien, mais pour moi la force de la musique c'est dans le leitmotiv. C'est ces moments-là qui sont forts, qu'on voit plus trop au cinéma en vrai, hein. C'est les leitmotifs par exemple de Faye, les leitmotifs de Kratos, et oui je vous montre pas le visage de Faye parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est ces leitmotifs là, quand t'entends la musique de Kratos tu dis ok putain ça y va, quand t'entends la musique de Faye c'est souvent des moments plus touchants, plus doux, t'as des moments féeriques, t'as des moments bucoliques presque, et t'as surtout des moments épiques, où là ça y va, la chorale est à fond, ça gueule de partout, c'est magnifique, et ça crée une vraie tension des fois, ou même un vrai souffle épique parce que c'est le but du jeu. Donc la musique est exceptionnelle, et en termes de graphisme pareil, les animations sont folles, hein. Je pense que c'est les meilleures animations que j'ai vues dans un jeu vidéo à ce jour, surtout dans l'acting c'est incroyable, mais surtout dans les doigts, je trouve qu'ils sont tellement forts dans la manière dont ils bougent les doigts, ils interagissent avec les environnements, les personnages, c'est génial, la fourrure et la barbe qui bougent au vent, les habits et les armes qui ne clippent pas à travers les vêtements. Il y a un personnage sur lequel ça le fait, où justement t'as un personnage qui a des épées dans le dos et ça passe à travers sa jupe. Bon, c'est rien de grave, mais sinon ça le fait quasiment pas et c'est assez impressionnant. La neige est magnifique, la manière dont t'interagis avec. J'ai joué en performance plus, j'ai essayé de jouer en qualité, mais c'est en 30 ou 40 FPS, et pour moi 30 ou 40 FPS c'est injouable, surtout pour un jeu comme ça. Donc j'ai joué en performance plus, et honnêtement, entre la qualité et la performance, je ne vois pas la différence visuelle. Donc j'incite tout le monde à jouer en 60 FPS, quoi qu'il arrive. Dans tous les jeux du monde, si vous avez le choix entre 30 FPS et 60 FPS, jouez toujours en 60, surtout dans des jeux qui bougent aussi vite et où bouger la caméra est essentiel tout le temps. De toute façon, pour moi, les 30 FPS, ça devrait tout simplement être interdit dans la majorité des jeux, mais peu importe. Mais c'est là qu'on voit que c'est un jeu PS4 et pas un jeu PS5, c'est que oui, sur PS5, il marche bien, 60 FPS, voire plus, je crois que ça atteint même les 100 FPS à certains moments. J'ai une télé 120 FPS, du coup, c'est nickel. Mais c'est vrai qu'en termes de figurants, en termes de monde, au fait, tout simplement, ça manque de personnages. T'arrives dans des villes, dans le jeu, et il y a genre 5 figurants entre guillemets, 5 PNJ, ça gâche un peu l'immersion. J'aurais aimé que ce jeu soit une exclue PS5 réelle, parce que peut-être ça aurait permis d'avoir un meilleur jeu, plus beau. Là, c'est visuellement quasiment le même jeu que le premier. C'est mieux, évidemment, mais j'aurais aimé que ce soit une vraie exclue PS5 pour profiter au maximum des graphismes, et surtout du monde que tu peux afficher à l'écran. Parce que je trouve que c'est assez limité, et t'as pas vraiment ce moment grandiose, voire épique à certains moments, parce qu'il manque de figurants. En termes d'histoire, le gros enjeu de ce jeu, c'est de trouver l'enjeu. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, quelle est l'histoire, où est-ce qu'on va. Et c'est un peu la confusion que subissent tous les personnages, et c'est un peu le but de se dire, est-ce qu'on va à la guerre, est-ce qu'on y va pas. Après, c'est un faux suspense, parce que le jeu s'appelle quand même Ragnarok, tu te dis bien qu'on va arriver à Ragnarok. Du coup, il y a un faux suspense par rapport à ça, mais ça marche plutôt bien parce que tu cherches un peu où te mène le jeu, et le jeu te surprend constamment. Ça, c'est plutôt cool. Il y a encore ces cinématiques grandioses, mais le jeu est moins impressionnant que le premier. Parce que le premier, clairement, bah, t'arrives sur ce jeu-là, tu dis waouh, quoi. Tu vis des choses de fou, des combats contre
des géants, des dragons. Là, t'as moins de moments épiques, il y en a encore évidemment, hein, mais t'es moins surpris parce que tu sais de quoi ils sont capables, tu sais ce qu'ils ont déjà fait précédemment, et je trouve qu'ils sont pas allés aussi loin. Pour un jeu qui s'appelle Ragnarok, moi j'étais plus impressionné par le premier jeu, sur certains combats, sur certains moments, que celui-ci, et je trouve qu'en termes de cinématique, ils auraient dû aller plus loin. Putain, t'as quand même Ragnarok, je le répète, mais Ragnarok, c'est quand même la fin du monde nordique. Tu dis, ok, ils vont y aller à fond, et j'étais un peu déçu par ça, parce que je trouve qu'ils sont pas allés assez loin. C'est très bien quand même, hein, je dis pas, mais j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin. Il y a beaucoup de foreshadowing par rapport à des événements, surtout qu'il y a une histoire de prophétie, et t'as ce côté où les gens sont au courant de la prophétie, les personnages, et ils essaient de ne pas la réaliser. Du coup, t'as ce côté un peu autoprophétique, et ça crée encore une fois des enjeux, et ça te crée un peu du suspense par rapport à ça, mais je dois admettre que la fin par rapport à cette intrigue de prophétie m'a beaucoup déçu, et j'en parlerai en spoiler. Encore une fois, t'as plein de mondes à visiter, plus que dans le premier je trouve, et les mondes sont revisités. Donc tu vois des mondes que t'as vu dans le premier, mais avec des modifications. Du coup, il y a un vrai travail qui a été fait sur ça dépend des mondes, hein. C'est le premier jeu, mais en plus en termes de monde, les mondes sont magnifiques en termes de direction artistique, c'est vraiment bien foutu. Rien à dire, mais t'as quand même un vrai sentiment de déjà vu, ce qui est normal parce que c'est les mêmes mondes. Et justement, t'as une grosse anticipation qui est faite par rapport à Ragnarok, et lorsque les choses arrivent à leur conclusion, il y a un côté un peu amer de la chose où tu t'attendais peut-être à plus. Ils font un teasing pendant 20 heures, quand tu finis le jeu à la fin, tu dis ah, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin, j'aurais aimé que le jeu peut-être ose des choses différentes, j'aurais aimé que le jeu soit plus grandiose, plus épique. Ça reste quand même bien, hein, mais c'est juste que vu le concept, vu les enjeux, t'aurais aimé que ça aille plus loin. Pour comparer un peu à un autre jeu, moi j'ai trouvé l'anticipation d'un jeu comme Mass Effect 3 beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus épique que par exemple le Ragnarok de ce jeu. Dans Mass Effect 3 à la fin, là tu sens que c'est la guerre. Et tout mène à ça. Là où ici, t'as l'impression que Ragnarok arrive un peu en parallèle de ce que tu fais dans le jeu. Alors évidemment les intrigues sont liées, mais t'as quand même ce côté où t'as pas vraiment l'impression de participer. Et un truc qui était super intéressant dans le jeu est donné à des PNJ. Par exemple dans Mass Effect 3, l'histoire du jeu c'est d'aller à la guerre. Et du coup de recruter plein de royaumes différents, d'aller demander de l'aide et des choses comme ça. Pas des royaumes mais des races dans Mass Effect. Et dans ce jeu là, cette partie là de recrutement, elle est faite hors champ. Et tu dis peut-être c'était là que le jeu aurait pu être intéressant. Ça aurait été du déjà vu et je comprends, mais là forcément quand la fin arrive, t'es un peu sur ta fin justement. Mais encore une fois, en termes d'émotion, c'est super puissant. T'as des moments doux, t'as des moments touchants, c'est introspectif sur Kratos, Arteus. Vous allez peut-être même lâcher des larmes. Le jeu prend vraiment son temps avec les personnages, ça c'est génial. C'est lent à certains moments, il n'y a pas du tout d'action à certains moments. Ça prend vraiment son temps avec les personnages et ça j'adore. Et en plus de ça, il saupoudre ça aussi pas mal de fois avec de l'humour pour ramener un peu de légèreté. Mais en termes d'émotion, c'est extrêmement bien géré, surtout ce passage de Kratos que moi je trouve là est à son maximum et que t'adores forcément. C'est des thématiques de la violence, de la vengeance, de la guerre et surtout de la famille qui est super important. Sans oublier évidemment la thématique du libre arbitre qui est essentielle à l'œuvre. Mais ce que je disais sur les quêtes annexes, c'est qu'en effet, pour moi, beaucoup du jeu se retrouve dans les quêtes annexes. Privilégiez les quêtes annexes, c'est les meilleures quêtes que vous allez faire dans un jeu depuis peut-être The Witcher 3 parce qu'elles rajoutent tellement de choses au monde, elles développent tellement les personnages, elles sont tellement fortes, c'est essentiel pour moi de faire les quêtes annexes. Il y a des quêtes qui sont des quêtes narratives où t'as des cinématiques, des QTE, des trucs vraiment classiques comme dans les quêtes principales, des combats épiques et des choses comme ça, t'as des quêtes annexes, les berserkers, t'as des collectibles et des choses comme ça. Ça, les collectibles, vous n'êtes pas obligés, mais les quêtes annexes de personnages, où des personnages vous demandent de faire des choses, faites-les. Visitez toutes les zones, vous avez des surprises dans toutes les zones, et qui embellissent vraiment le monde et surtout les personnages. Parmi les meilleurs moments du jeu sont dans la quête annexe. Vraiment, en termes d'émotion, en termes de beauté, en termes de personnages, ce sont les quêtes annexes qu'il faut faire aussi. Vraiment, faites-les. J'adore aussi la manière dont ils ont géré les dialogues. Il y a constamment du dialogue, parce qu'évidemment, t'es toujours accompagné, ou presque, de quelqu'un. Ça permet de créer du contexte à la situation, de t'expliquer un peu le lore et des choses comme ça, mais surtout du développement de personnages. Les relations grandissent dans les dialogues en plein gameplay. Et un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a des fois où Kratos va chercher un coffre hors du chemin principal, et il va être seul avec Mimir, et Kratos va dire des choses à Mimir qu'Atreus n'est pas censé entendre. Donc la géographie du jeu est vraiment importante, surtout par rapport aux personnages. Ensuite, il donne des indices sur le fait que t'as tué les derniers ennemis, que t'as fini la zone, que t'as plus rien à faire ici, que tu peux explorer. Et un truc qu'ils font qui m'énerve, c'est qu'ils te donnent les réponses au puzzle en même pas une minute. Je crois que lorsque t'as commencé un puzzle et tu galères pendant plus d'une minute, ils te donnent la réponse et tu dis « Attends mec, laisse-moi réfléchir un peu quoi, je sais que tous les puzzles sont globalement simples, mais il y en a les 2-3 où tu dis « Ah, j'aurais bien aimé un indice ». Et j'aurais aimé qu'ils fassent un peu comme à la Uncharted où t'appuies sur un bouton pour l'indice, comme ça tu as le choix. Non, là t'as les personnages qui te donnent l'indice à haute voix, tu dis « Mais mec, non, laisse-moi réfléchir un petit peu ». On est beaucoup moins dans un open world, c'est un jeu beaucoup plus linéaire. Alors t'as des zones qui sont open world, moi il y a une zone que j'adore, c'est une zone secondaire, c'est la zone du cratère, je la trouve vraiment géniale. C'est une zone endgame, mais elle est superbe, je vous conseille de la faire en intégralité parce qu'elle est vraiment en plein de rebondissements, pleine de boss fight cool. Faites cette zone, mais l'exploration est encouragée pour s'améliorer ses armes, son armure, parce que sinon tu te fais déboîter, dans la quête principale aussi. Donc faut quand même un peu explorer je trouve, surtout en difficile et très difficile. En termes de gameplay, c'est la même chose que le premier, mais en mieux. On est encore
dans un système de Metroidvania, mais un peu moins. Là, tu peux refaire tous les mondes à la fin du jeu, c'est ce que je suis en train de refaire. J'ai quasiment tout fait, avec tes nouvelles compétences, tes nouvelles armes, et tu débloques plein de nouvelles choses. J'en parle après, mais c'est que voilà, c'est encore un système de Metroidvania. T'as le bateau en moyen de locomotion et les loups aussi. Tu n'as plus de hub comme le premier jeu, ce qui est pas très grave, je trouve. T'as un petit hub, mais c'est complètement différent. C'est juste la carte que je trouve vraiment mal faite. La carte, au fait, le problème, c'est qu'elle est esthétiquement jolie, mais pour naviguer dans la carte, surtout dans des couloirs, c'est horrible. Et surtout, le pire, c'est que t'as pas de marqueur sur la carte. Enfin, j'ai pas trouvé. Des fois, je me dis, ok, j'aimerais revenir ici plus tard, lorsque j'aurai débloqué des choses, mais tu ne peux pas poser un marqueur. Ou alors, je suis complètement nul et j'ai pas trouvé, mais voilà, j'ai pas trouvé. Et pareil, les menus sont moches, quoi. Les menus de vendeur, le menu de personnage et tout, c'est horrible, quoi. Ils ont gardé le même que le premier, mais la navigation est horrible, je trouve. C'est pas du tout ergonomique. C'est too much un peu partout, c'est le bordel, les filtres sont pas bons, c'est horrible. Mais ce que j'aime beaucoup, et ce que j'aimais dans le premier jeu, c'était le combat. Les combats sont extrêmement addictifs. Pour moi, la boucle de gameplay est incroyable. Je pourrais jouer à ce jeu à l'infini parce que les combats sont tellement jouissifs, tellement divertissants. Il y a un vrai challenge, surtout dans les combats où t'es face à plusieurs ennemis. En 1v1, ça va, mais face à plusieurs ennemis, il y a un vrai challenge et ça, c'est cool. La manière dont t'enchaînes les combos, tu peux facilement changer les armes, tu utilises tes compétences, t'as l'arbre de compétences qui est super varié et il t'oblige à utiliser toutes tes compétences parce qu'en fait, dans les arbres de compétences, t'as en fait des défis et si tu les réalises, en fait, tu t'entraînes à utiliser des compétences. Et moi, à la fin du jeu, j'utilisais toutes les armes disponibles et toutes les compétences disponibles tout le temps parce que je me suis habitué à le faire et du coup, à chaque situation, je m'adaptais et c'est génial. Certes, des fois, c'est un peu too much à l'écran en termes d'explosion et tu vois pas trop les attaques qui arrivent, mais c'est ultra jouissif. Et c'est surtout problématique quand tu jouais comme moi, jouer au bouclier d'esquive, enfin pas bouclier d'esquive, le pari en fait, le bouclier de contre-attaque. Et si tu vois pas les attaques arriver avec le bouclier de contre-attaque, c'est un peu compliqué. Mais t'es beaucoup plus mobile, c'est plus facile de sauter, d'utiliser le grappin, des choses comme ça, c'est super cool. Les finishers sont jouissifs. Il y a moins de QTE, mais ils sont vraiment bien utilisés. J'aurais aimé que tu utilises un peu plus l'environnement. T'as des zones où t'as des cristaux et tu peux lancer ta hache et la hache rebondit sur des ennemis et c'est super divertissant. J'aurais aimé plus de zones comme ça où tu peux vraiment interagir avec l'environnement. Les nouveaux puzzles sont plutôt cool. Le journal intime, cette fois-ci, c'est Kratos qui l'écrit et non pas Atreus et ça c'est cool aussi parce que t'as envie d'aller explorer, t'as envie de voir de nouvelles choses et t'as envie de lire ses descriptions et de lire le lore. Et du coup, t'as envie d'explorer pour avoir encore plus de lore. L'économie du jeu est vraiment bordélique dans le sens où t'as tout le temps trop d'argent si t'explores. En termes de ressources, t'en as pas beaucoup, ça c'est bien, mais en termes d'argent, c'est vraiment la fête quoi. Je crois que là, je suis à plus d'1 million d'argent, je crois, je sais même plus. Bon, j'ai fini le jeu, c'est normal, mais quand même, c'est un truc assez colossal. Et j'ai jamais eu de problème à acheter des armes, à acheter des ressources, à upgrader mes armes. Je trouve que l'économie est trop facile et j'aurais aimé plus de défis par rapport à ça. En termes de gameplay, vous avez des surprises, surtout par rapport à la rage des Spartiates que je trouve vraiment cool. Mais un gros problème que j'ai, c'est par rapport à la difficulté. C'est-à-dire que lorsque vous finissez un combat, votre vie ne se régénère pas. Vous restez à la vie que vous avez. Donc si vous faites un combat et que vous enchaînez ensuite sur un autre combat, vous êtes obligé de mourir en fait. Enfin, sauf si vous êtes vraiment très fort, vous devez mourir et vous redémarrez au début de ce combat-là. Je pense vraiment qu'ils auraient dû ou avoir moins de checkpoints entre les combats, ou alors après chaque combat, tu remets ta vie au maximum, ou au moins 50%. Là, ça le remet à 20%, je crois. Mais le problème, c'est qu'en difficile, 20% c'est un coup. 50% c'est un coup et demi, voire deux. Donc pour moi, en termes de vie, ils auraient dû faire un truc parce que là, j'entrais dans des combats, je me faisais laver ou presque et je survivais et je rentrais dans un nouveau combat avec 20% de vie. Et je savais que j'allais mourir, c'était sûr. Et un problème d'équilibre, ils auraient dû changer un peu ça. Ou tu remets full life, ou 50%, 75%, peu importe. Parce que là, à chaque fois, j'étais obligé de mourir, attendre le temps de chargement qui est rapide, ok? Parce que quand tu meurs, tu retrouves ta vie en entier et tu retrouves surtout la fin des cooldowns de tes runes. C'est comme redémarrer à zéro, quoi. Donc enchaîner les combats n'a aucun sens. Mais au moins, il y a de la difficulté dans les combats solo. Mais alors, les combats de groupe, c'est des fois vraiment hardcore. Faut vraiment tout regarder, faut être vraiment actif, faut beaucoup bouger, faut être mobile. J'adore. C'est dur, mais j'aime beaucoup. Et c'est cool parce que le jeu te recommande de revisiter des zones. T'as de nouveaux boss, t'as de nouveaux dialogues, t'as de nouveaux environnements, t'as de nouveaux décors, t'as de nouveaux accès qui se débloquent. Et la fin du jeu n'est pas la fin du jeu. Après la fin du jeu de la quête principale, vous avez encore des quêtes qui s'ajoutent. Vous devez aller voir des personnages que vous avez déjà vus auparavant. Vous devez revisiter vraiment le monde et le jeu récompense la revisite du monde. Il y a des cinématiques en plus, des dialogues en plus, bref, foncez refaire le jeu après la quête principale et surtout les zones. En termes de combat de boss, les quêtes principales, honnêtement, j'ai trouvé les boss faciles et pas forcément mémorables. Les combats sont cool, mais pour moi, les boss du premier jeu, surtout les gros boss, étaient plus mémorables. Baldur et la Reine des Valkyries, pour moi, sont plus mémorables que les boss de jeu là. Ils sont très cool, les combats de boss ici, mais ils restent assez basiques en termes de mise en scène, en termes de spectacle. C'est toujours une arène, un boss, et tu changes quasiment pas d'arène. Vous savez, dans le premier jeu, surtout, tu te battais avec Baldur, ensuite t'allais dans une autre arène, tu changeais encore. T'avais plein de moments où, au fait, tu voyageais durant le combat, ce qui n'est pas du tout le cas dans le jeu. T'as une arène, tu te bats jusqu'à la mort du personnage ennemi, c'est tout. Ce qui est un peu décevant, je trouve, tu voyages pas assez, ils étaient un peu timides par rapport à ça. Pareil, en termes de difficulté, après, encore une fois, j'ai pas fait tous les berserkers, mais les Valkyries dans le premier jeu, chaque combat de Valkyrie, j'étais vraiment traumatisé, quoi. Les combats étaient vraiment difficiles. Là, les berserkers, sur 7 ou 8, je sais plus, il y en a un qui m'a fait un peu galérer, quoi, mais un peu. Alors qu'avant, je passais facile au moins 1 heure par Valkyrie. Il y a des combats de boss
vraiment cool, vraiment impressionnant, et en termes de gameplay, ils sont meilleurs les combats de boss que les précédents jeux, mais en termes de spectacle, c'est un peu moins bien. Il y a plus de bestiaires, ça c'est important parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le premier, il y avait genre 5 ennemis, j'exagère, hein, mais là il y en a beaucoup plus. Mais c'est vrai que des fois, en fait, t'as des moments de suspense, de tension, il y a une zone avec un tremblement de terre, et tu dis, ok, putain, qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Qu'est-ce qui fait trembler le monde? Et quand il arrive, c'est un ennemi que t'as déjà affronté, tu dis, ouais, bon, pas terrible. Et surtout qu'avant, dans les autres zones où t'as affronté cet ennemi, il faisait pas trembler la terre. Il y a un peu des déceptions par rapport à ça, il y a pas assez de boss uniques, mais ça reste quand même très divertissant et de bonne qualité. Mais il y a quand même aussi beaucoup de recyclage. Alors pour conclure, God of War Ragnarok, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est une vraie suite où il y a des vrais changements, des vraies modifications? Pas vraiment, c'est vraiment pour moi God of War 1.5, c'est pas un point négatif, loin de là, mais il n'y a pas beaucoup d'évolution, ils ont appris de quelques erreurs, mais pas toutes. C'est pour moi une meilleure version du premier jeu, c'est clair et net, pour moi c'est un meilleur jeu que le premier, en termes de tout au final, sauf peut-être de spectacle à la limite, mais en termes d'histoire, de personnages et tout, c'est un meilleur jeu. En termes de gameplay aussi, c'est un meilleur jeu. T'as moins cette impression de waouh, mais voilà, pour moi c'est la version définitive de God of War. Là clairement, pour moi c'est le meilleur jeu de la franchise. C'est moins impressionnant que le précédent, c'est juste une meilleure version de ce jeu-là. Je trouve des fois le jeu un peu timide, mais en termes d'émotion, en termes de personnages, en termes d'ambiance, le jeu est exceptionnel et j'ai passé un excellent week-end de 4 jours à maraver ce jeu. Oui, j'ai peut-être pris un RTT pour jouer au jeu, certes. Il y a certes un sentiment de déjà-vu, mais c'est aussi une amélioration en tout point. Donc c'est pour ça que je donne à God of War Ragnarok 9,5 sur 10. On est proche de la perfection en termes de jeu, entre guillemets perfection. C'est un super jeu, je vous le recommande vraiment, j'ai adoré. En termes de tout, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il est encore perfectible, et surtout je suis un peu déçu de la fin et de la manière dont ils ont pas poussé les choses un peu plus loin. À partir de maintenant, on va passer en spoiler. Pour parler un peu de Freya, quand tu finis le premier jeu, tu sais que Freya est la vraie reine des Valkyries. Du coup, quand t'as été traumatisé par les Valkyries dans le premier jeu et tu dois affronter Freya, tu te chies un peu dessus, je dois vous le dire. Sauf que tu n'affrontes jamais réellement Freya et le combat que t'as avec elle est assez banal, pour pas dire très simple. Donc j'étais un peu déçu par rapport au fait que tu ne l'affrontes jamais, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont tu passes du temps avec elle pour la faire changer d'avis, pour la faire comprendre ton point de vue et pour la faire rejoindre ton équipe. Et j'adore l'addition de Freya dans l'équipe, surtout que Atreus n'est pas tout le temps là. C'est cool qu'il ait remplacé par Freya. L'actrice est géniale et tu rentres dans son monde, t'apprends beaucoup sur sa famille, sur son passé. La quête secondaire sur son mariage est géniale aussi. C'est un super personnage que j'adore, mais j'aurais aimé l'affronter pour de vrai. Et surtout, à la fin du jeu, ils te disent que quelqu'un l'a trahi. Et je sais pas si c'est l'une des quêtes secondaires, j'ai pas trouvé pour l'instant, parce que t'es à la recherche de quelqu'un qui a trahi Freya. Je sais pas si c'est une piste pour un prochain jeu, mais c'est que tu finis le jeu, tu te dis, mais c'est qui cette personne? Peut-être j'ai raté un truc, dites-moi dans les commentaires. Si c'est le cas, faut que j'aille le faire. J'aime toujours Mimir, évidemment, c'est le réconfort, la sagesse et aussi un peu un stratège, mais c'est un vrai frère, comme il le dit. Et il a un accent en VO qui est génial, j'adore. Même qu'Atreus essaie de le limiter à certains moments, il n'y arrive pas. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, qui est très compréhensible. Et on explore aussi son passé, la relation qu'il a avec les Valkyries, ses amours et des choses comme ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Et les histoires qu'il te raconte sont souvent géniales. Après, il y a plein de personnages secondaires, hein. Je vais pas tous les citer parce que c'est pas le but de cette vidéo. Il y en a vraiment plein et tu les développes beaucoup. Mais pour moi, ce qui était fort dans le jeu, c'est Thor. Le design de Thor est évidemment génial. Et j'aime beaucoup le fait que le jeu te dit, ok, t'as attendu 4 ans pour la suite, combat avec Thor dès le début du jeu. T'adores son design gros, grand, alcoolique, puissant, il est vraiment imposant. Et au début, il se pose pour boire un verre avec toi, mais tu l'affrontes très très vite. Il te rappelle ton passé de tueur de dieu. Et d'ailleurs, durant son combat, à un moment, tu rates une QTE, et au fait, c'est Thor qui te ressuscite. Et j'adore ça parce que le menu apparaît, mais non, il te ressuscite quand même. C'est une idée géniale. J'adore quand le jeu mélange gameplay et histoire pour penser que t'as perdu, mais au fait, non. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont réagir à ça sur les réseaux et ils vont kiffer. Mais ce qui est vraiment fort avec Thor, c'est au fait que c'est un enfant mal aimé. C'est ses problèmes de famille. J'ai trouvé le développement de Sif un peu rapide et change rapidement d'avis contre Odin. Je trouve que c'était un peu dommage par rapport à ça. Mais j'adore Thor, j'adore la manière dont c'est un personnage mal aimé. Pour moi, il ne méritait pas de mourir, mais c'est ça qui est fort dans le jeu aussi. J'aurais aimé en voir un peu plus de lui, mais voilà, tu comprends un peu ce qu'il vit, pourquoi il est alcoolique et tu kiffes faire équipe avec lui. Le combat final contre lui, pareil, est un peu décevant. Voilà, tu l'affrontes devant la loge du roi. C'est pas terrible. Le premier combat avait vraiment plus d'épique pour le coup. Le deuxième était un peu anecdotique et simple. Et si vous avez fait la quête secondaire après la fin du jeu, vous voyez que c'est bien Trud qui récupère son marteau. Et ça, c'est une scène assez touchante, mine de rien. Mais l'acteur est aussi évidemment génial. Et pareil pour Odin. Odin, pour le coup, ce que j'aime beaucoup, c'est son design. C'est un petit vieux, voilà, un petit papy, mais qui a pas besoin de montrer son pouvoir. Et j'adore ça par rapport au design d'Asgard. Voilà, c'est un village norvégien, grosso modo. J'adore ça par rapport à son design. J'adore la confiance qu'il a en lui. J'adore le fait que c'est un dictateur, un manipulateur, mais surtout, c'est un mauvais père avant tout. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'Atreus le voit comme une figure paternelle, mais tu te rends compte facilement qu'Odin n'est pas une bonne figure paternelle. Et j'adore le fait qu'on le voit rapidement. Pareil, début du jeu, voilà, c'est Odin. Moi, je savais pas du tout c'était quoi de son design.
semaines, j'avais pas vu une seule image de Odin. C'est cool qu'ils aient gardé ça comme une surprise. Et le plot twist par rapport au fait que c'est Tyr depuis le début est vraiment bienvenu. Je l'ai pas du tout vu venir pour le coup, et ça donne envie de refaire le jeu pour voir à quel point Tyr essaie de te manipuler. Et à certains moments, Odin, t'as presque envie de le croire, et j'aime beaucoup sa quête existentielle. C'est un dieu, il a tout ce qu'il veut, il a envie de tout savoir, il a envie de savoir pourquoi il existe. Donc j'aime beaucoup son idée de quête existentielle. Mais encore une fois, le combat final, c'est cool que tout le monde soit là pour le combat, mais en vrai, ça manquait d'épique. God of War nous a tellement habitués à des moments épiques avec les boss. Là, tu bats Odin, tu dis bon, c'était cool, hein, mais le battre dans son jardin et ensuite dans sa cave, pas terrible je trouve. Ça manquait vraiment d'épique, et pareil, le combat est pas très difficile, il se torche assez vite. Mais la fin est cool par rapport à la prophétie, parce que c'est Odin qui est dans les bras d'Atreus et tout à la fin, c'est cool. J'adore aussi la manière dont ils ont développé Brok et Sindri, surtout que Brok, on apprend qu'il a pas d'âme au final, enfin il lui manque une partie de son âme. J'adore le moment qu'il est avec Kratos, avec la sirène, Kratos qui lui demande de bénir son arme parce qu'il vient d'apprendre qu'il n'avait pas d'âme. C'était pour le réconforter, d'ailleurs Kratos est super sympa durant tout le jeu avec tout le monde, il est super compréhensif et tout, c'est génial. Mais les nains sont toujours menés à bout, Brok se donne vraiment à fond, et tu vois qu'il y a des tensions avec justement les deux. Et la mort de Brok est vraiment triste pour le coup, tu vois, tu vas pas pleurer forcément devant, mais elle est triste, elle est émouvante, et ce qui est le plus triste, c'est la manière dont Sindri pète un câble. Son design change, il a les yeux rouges jusqu'à la fin du jeu, et même après, jusqu'aux funérailles même. Funérailles d'ailleurs qui sont une quête secondaire. Funérailles que tu vis, et ensuite t'as le vrai générique du jeu. La quête principale se finit, ensuite faut faire les funérailles, et là t'as le vrai générique. Mais j'ai beaucoup aimé l'évolution de Sindri par rapport à lui. À la fin, Sindri, il ne pardonne pas les gens. J'adorais leur développement, c'était vraiment génial. Bonus pour Heimdall, que j'ai adoré, ce fils de pute arrogant. Il est génial parce qu'en fait, il voit l'avenir, il reconnaît les gens, et je pense le fait d'avoir vu tellement de gens qui ont été mauvais, qui l'ont trahi, le fait de voir leur vraie identité, leur vraie âme, je pense que Heimdall, ça a fait lui un fils de pute. En plus d'être arrogant à fond parce que il voit le futur, ça a fait lui un connard. Le fait que la lance de Kratos arrive à le battre, je n'ai pas compris comment. Quel pouvoir a la lance au fait pour vaincre Heimdall, ça j'ai pas très bien compris. Le combat était très cool, mais encore une fois voilà, c'est une arène, un combat et puis basta. Bonus aussi au design de Surtur qui était très cool. C'est un peu la dernière mission qui m'a un peu déçu, c'est que tu vois qu'il y a un manque clairement de figurants, tu vois qu'ils essaient de faire un truc épique et ça marche plutôt bien, mais la dernière mission est assez rapide je trouve en termes de gameplay, ça se fait assez rapidement, c'est cool hein. Il y a la chorale qui est à fond, c'est la guerre et tout, c'est bien, mais j'ai pas l'impression qu'on a mérité la guerre. Quand t'as tous les personnages qui vont chercher les personnes dans les royaumes, ça aurait été un truc que nous aurions dû faire, pas les autres. On aurait dû aller avec eux, quelque chose comme ça. Ragnarok arrive tout à la fin d'un coup. Oui, t'exauces la prophétie, mais d'un coup Ragnarok arrive, tu dis déjà, il y a un côté où la quête principale est suffisamment longue, ok, mais t'es tellement pas concentré sur Ragnarok que Ragnarok arrive un peu d'un coup comme ça. Beaucoup de teasing pour, j'ai l'impression, pas grand chose au final. Mais ce qui est vraiment cool, c'est Atreus. Déjà, tu joues Atreus et j'aime beaucoup le gameplay avec Atreus, c'est vraiment différent, ça change et tu dois t'adapter, tu dois changer de stratégie, c'est cool. Il a un peu la même quête qu'Odin, c'est qu'Odin, il est dans une quête existentielle, Atreus est dans un rite initiatique. Donc les deux se comprennent, les deux cherchent un peu leur identité au final. Ça devient un peu une figure paternelle pour Atreus, jusqu'au moment où il se rend compte que c'est pas la bonne chose. Donc le rite initiatique est génial par rapport au fait qu'il vienne d'un animal, par rapport à sa relation avec un gros Boda, par rapport au serpent que tu sais devient le grand serpent à la fin, et le fait qu'il veuille devenir un adulte en cherchant les derniers géants. Je sais pas d'où sort cette histoire de chercher les derniers géants, mais c'est surtout la relation encore une fois avec Kratos. Elle s'effrite beaucoup dans le jeu, mais à la fin évidemment tout va bien, ils ont un gros câlin, ils s'aiment, mais ce que j'ai pas aimé dans le jeu, c'est que tout le jeu te tease la mort de Kratos. Tout le jeu, et t'arrives à la mission finale, et t'as aucun moment où t'es inquiet pour Kratos. Pourquoi est-ce que t'as fait 20 heures de teasing pour arriver à la mission finale et avoir 0 moment où t'es inquiet pour la vie de Kratos? Bref, j'adore les flashbacks qu'il a avec sa femme Faye, que t'apprends à affronter Thor dans une quête secondaire, ce qui est plutôt génial. Il essaie vraiment d'élever Atreus en tant que père et non pas en tant que général. Tu vois qu'il a du mal par rapport à ça, tu vois qu'il aurait aimé que sa femme soit là évidemment. C'est lui qui doit faire de plus en plus confiance à Atreus. Il se perd en tant que figure paternelle et doit se retrouver. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de moments de dîner. Vous savez, ils sont tous assis à table à un moment. J'aurais aimé qu'il y ait plus de moments comme ça où ils parlent tous ensemble. Parce que ce qui est cool avec Kratos, c'est que là, il défend tout le monde. Il défend son fils évidemment, mais il défend tous les personnages. Il est super compréhensif et il fait du bien à tout le monde. Et tu dis, mais il fait tellement de bien à tout le monde qu'il va y passer. Mais non. Et c'est ça le problème que j'ai avec le jeu, c'est pas que je voulais que Kratos meure, je voulais pas du tout ça. J'aurais aimé que le jeu crée de la tension par rapport à sa mort, surtout dans la mission finale. Et c'est le problème avec la fin, c'est qu'on dirait pas vraiment une fin. On sait que c'est le dernier jeu dans la mythologie nordique, mais on apprend qu'à la fin, Kratos, il va enfin être honoré et aimé comme un vrai dieu, entre guillemets. Mais t'arrives à la fin, tu dis, ok, en sachant que c'est le dernier jeu sur la mythologie nordique, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que dans le prochain jeu, on va jouer Atreus adulte? Est-ce que Kratos est fini, il va devenir le roi, entre guillemets, hein. En tout cas, il va être honoré par les gens de Midgard et autres, des 9 royaumes, 8 maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec Kratos à la fin? Et la fin arrive et tu dis, bah, mythologie nordique, c'est terminé, il y a plus rien. Enfin, le prochain boss, ça va être qui? Sindri? Enfin, il y a un moment, stop quoi. Du coup, je suis dans un stade où je me dis, on dirait pas vraiment une conclusion de mythologie nordique, mais on le sait que c'est la fin, mais de toute façon, on a tué tout le monde, qu'est-ce que tu veux tuer d'autre? Donc je suis un peu déçu par rapport à ça. En termes de finalité, c'est pas assez fermé pour dire voilà, Kratos vécu heureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas assez ouvert pour dire voilà, c'est Atreus dans le prochain jeu, c'est Kratos, c'est une autre mythologie, parce qu'ils ont dit, ça sera forcément une autre mythologie. Ils vont aller où? En Égypte, à la base,
base, dans God of War, je crois, si je dis pas de bêtises, Kratos devait aller dans la mythologie nordique et égyptienne, et avec les gens qu'il a recrutés un peu de ces mythologies-là, aller voir Jésus, je crois. C'est un délire comme ça. Ouais, c'est un gros délire. C'était une idée à la base qu'ils avaient. Faites ça en vrai. Quelle serait la motivation pour Kratos de changer de mythologie? Est-ce que c'est parce qu'Atreus est parti en Égypte pour trouver des géants en Égypte? Je suis un peu perplexe par rapport à ça. Où s'arrête le jeu? Où commence le prochain? Si c'est le dernier jeu avec Kratos, pour moi, c'est pas une bonne fin. Mais ça sera pas le dernier jeu avec Kratos, c'est sûr. Si c'est la dernière fois qu'on voit Atreus, c'est pas une bonne fin non plus. C'est pour ça que je suis un peu perplexe. En tant que jeu, c'est pas mal, mais c'est pas une vraie conclusion à la saga, et c'est pas non plus une vraie conclusion à la mythologie nordique. Je vais m'arrêter là. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu-là. C'est une longue vidéo, je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.